procureur adjoint et vice-procureur, mesdames et messieurs les substituts, mesdames et messieurs, je n'ai oublié aucun titre. Non ? Alors, moi évidemment, je trouve toujours un peu inconvenant, pardonnez-moi, mais toujours un peu inconvenant de débarquer devant une assemblée qui travaille depuis ce matin, qui a traité de sujets, qui a traité très sérieusement de sujets complexes, de venir vous délivrer une parole dont je ne sais pas d'où elle tirerait sa source de pertinence et de supériorité par rapport à vos travaux de ce matin, par rapport à vos travaux de cet après-midi. Voilà, donc je trouve vraiment l'exercice extrêmement périlleux. Je vais me livrer simplement à quelques propos, à vous délivrer quelques propos. Ainsi, peut-être que sur le temps qu'il est prévu que je passe avec vous, il m'en restera un petit peu pour vous entendre un peu. Bien sûr, j'ai eu un compte-rendu des sujets que vous avez abordés ce matin. Je vais échanger avec vous, mais en sachant que cet après-midi, vous allez aborder quelques sujets que je vais juste effleurer là, maintenant. À vrai dire, c'était juste le plaisir de venir devant vous et dire l'importance que j'accorde à cette journée de rencontre parce que cette occasion qui vous est donnée d'échanger aussi nombreux quand même, d'échanger sur ces problématiques relatives à la justice des mineurs, mais pas seulement, puisque vous êtes chargé aussi de la protection des mineurs, cette occasion d'échanger, de mutualiser vos pratiques, de préparer ensemble une stratégie judiciaire pour l'enfance, de permettre d'alimenter la note d'orientation que la directrice devra diffuser prochainement dans ses services. Tout cela méritait vraiment un hommage, c'est-à-dire venir vous dire, moi, personnellement, de ma propre voix, que je sais que vos obligations se poursuivent, que je sais que le temps que vous consacrez aujourd'hui à travailler, à réfléchir ensemble, ne vous exonère pas du travail qui vous attendait aujourd'hui et que vous allez le résorber de toute façon. Ça méritait quand même que je prenne le temps de venir vous le dire. Pour le reste, nous avons effectivement quelques sujets un peu difficiles encore pour certains concernant les mineurs, mais ce qui est important, c'est la réflexion que vous conduisez aujourd'hui sur les rôles que vous assumez, puisque la loi de 2007, de mars 2007 notamment, vous a attribué un rôle extrêmement important pour la protection des mineurs, de la même façon que vous intervenez dans le cadre des mineurs délinquants, des décisions du jugement et des décisions et du suivi des mineurs délinquants. Pour ce qui concerne la protection des mineurs, votre rôle n'est pas mineur, en l'occurrence, puisque nous savons qu'environ 300 000 mineurs sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, dont plus des 3/4, 73% à peu près, donc près des 3/4, le sont par décision judiciaire, par intervention judiciaire. C'est vous qui recevez les signalements de la cellule de recueil d'informations préoccupantes, c'est vous qui les jaugez, c'est vous qui les appréciez et c'est vous qui décidez de la suite que vous leur donnez. Il me revient régulièrement que dans ces cas-là, il y a souvent une difficulté de relation avec les parents. C'est un souci que nous savons avoir sur l'ensemble du territoire. Et la nécessité pour vous d'avoir ces partenaires et la difficulté lorsque ces partenaires sont défaillants. Alors, on peut en prendre acte. Dans l'immédiat, c'est souvent tout ce qu'il est possible de faire. On peut réfléchir, comme vous le faites aujourd'hui, anticiper et imaginer, par exemple, ces cellules de concertation qui permettront plus facilement d'impliquer les parents et de faire en sorte qu'ils, en tout cas pour ceux qui sont défaillants, qu'ils soient inclus dans le dispositif, notamment en matière d'assistance éducative qui peuvent être, que vous pouvez être amenés à décider. Pour ce qui nous concerne au niveau du ministère, évidemment, nous prenons un certain nombre de dispositions et même d'initiatives. Nous en prenons en interministériel avec, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, où nous travaillons ensemble pour les signalements les plus précoces possibles en matière d'absentéisme, pour travailler avec l'Éducation nationale aussi sur les classes relais. Donc, nous voyons comment, en amont, nous faisons en sorte que les enfants de ce pays soient encadrés et pris en charge dès le moment où il est nécessaire qu'une intervention d'adulte hors de la famille leur permette de revenir sur le droit chemin, on peut parler comme ça. Lorsqu'il s'agit des enfants du pays, je crois qu'il y a des formules anciennes qui ont encore toute leur portée et qu'il est bon de leur dire qu'il faut rester sur le droit chemin,
quitte à développer après ce que nous entendons par le droit chemin, à leur expliquer l'importance du respect des règles, le fait qu'aucune société ne peut tenir bon sans des règles, sans des lois, sinon c'est le risque de l'entropie. Donc il est important que nous leur expliquions ça, l'importance des lois, l'importance des règles, l'importance de respecter ces lois et ces règles, ce qui suppose respecter les autres, et le respect des autres entraîne aussi et parfois même est inspiré par le respect que l'on a de soi. Donc je crois qu'il est important que nous puissions leur parler sur ce ton-là, parce que notre responsabilité est immense vis-à-vis de ces enfants, qui soient en danger ou qui soient en situation d'auteur d'actes délinquants. Et notre responsabilité est immense parce qu'il s'agit de les en sortir et d'empêcher qu'ils s'y enlisent et qu'ils se préparent et qu'ils s'installent dans une vie en marge de la société. Cette responsabilité immense, elle nous appelle à faire preuve de toute l'autorité nécessaire, de toute la sévérité nécessaire, mais j'oserais le dire aussi, de tout l'amour nécessaire pour ceux qui représentent notre avenir, puisqu'ils sont les lendemains de notre société actuelle. Donc nous faisons ce travail avec d'autres ministères. Nous travaillons également à la coparentalité. Alors c'est un groupe de travail qui a été mis en place essentiellement sur la question de la contestation d'un parent, d'une catégorie de parents, voilà, sur la prise en charge des enfants et la façon dont les décisions de justice mettraient en péril, selon leurs propos, donc leur autorité parentale et leur relation avec leur enfant. Donc nous sommes dans nous travaillons sur la coparentalité, mais bien entendu, la coparentalité, c'est aussi la coresponsabilité, c'est-à-dire la façon dont les deux parents s'impliquent et le cadre dans lequel ils peuvent effectivement entretenir leur relation avec leurs enfants et répondre, c'est ça la responsabilité, répondre de la façon dont leurs enfants grandissent. Autrement, nous avons pour les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, il y en a parfois qui passent une dizaine d'années en ASE, et ces enfants qui sortent de l'ASE après une dizaine d'années, évidemment, manquent de repères, ne peuvent pas continuer à poursuivre leur chemin pour entrer dans la société sans accompagnement. D'où notre responsabilité à faire en sorte qu'ils aient toutes les informations nécessaires. Et c'est pour cela que j'ai engagé le ministère de la Justice dans une expérimentation avec plusieurs départements et donc avec plusieurs conseils généraux sur l'attribution d'emplois d'avenir à ces jeunes qui sortent de l'ASE, à ce public particulier qui a séjourné longuement en aide sociale à l'enfance. De même que nous développons une expérimentation partenariale encore avec d'autres conseils généraux sur la garantie jeune qui stabilise des ressources pour des jeunes qui sont dans cette situation particulière de vulnérabilité. Autrement, nous avons une série de sujets sur lesquels vous allez plancher d'ailleurs cet après-midi. Je crois que vous n'avez pas encore traité de l'enfance des mineurs isolés. Si vous avez traité ce matin, oui. Vous n'avez pas réglé le problème. Parce que personne n'a pensé à vous dire qu'on attendait que vous le régliez. Alors, on fait quoi là maintenant? Bon, vous me direz d'ailleurs, alors raison de plus pour que je raccourcisse mon propos, pour que vous ayez le temps de m'expliquer 2 ou 3 choses. Je ne sais pas sous quelle langue vous ne l'avez pas réglé. Alors nous avons essayé, nous y avons mis beaucoup d'une autre quand même. Hein. Nous nous sommes beaucoup impliqués. Moi, j'ai ouvert ce chantier dès début juillet 2012 par 2 décisions. La première a été de prolonger une convention d'accueil avec des associations, la Croix-Rouge et le droit d'asile. Donc avec ces 2 grandes associations, une convention s'achevait fin juillet. Je l'ai prolongée d'un trimestre. Persuadée, parce que je suis d'un tempérament optimiste, donc persuadée que en un trimestre, tous ces partenaires qui étaient tellement expérimentés m'aideraient à trouver une solution pour que nous disposions d'un mécanisme qui règle le problème de façon durable. Avant même que ne s'achève ce trimestre, j'ai compris que ce ne serait pas le cas, donc j'ai prorogé d'un nouveau trimestre. Mais tout en étant une optimiste, je suis quand même une optimiste active. J'ai donc décidé de ne pas attendre l'échéance nouvelle et de mettre en place un groupe de travail en sollicitant l'Association des départements de France.
Et nous avons mis en place ce groupe de travail dont je croyais qu'il finirait son travail en 2 ou 3 mois. Il lui a fallu 5 mois parce que c'était un travail interministériel et que l'État n'étant pas dans une période, le gouvernement n'étant pas dans une période où l'État aurait des moyens, donc la réflexion est plus portée aux économies et au renvoi de responsabilités vers les autres qu'à la prise en compte immédiate et directe de sa part déjà, et puis plus généreusement éventuellement un peu de la part des autres. Donc le travail a été beaucoup plus long. Il a été beaucoup plus long, il a quand même abouti, et il s'est avéré qu'il a été encore un peu nécessaire de laisser du temps pour la signature de confirmation des accords qui avaient été conclus au terme des discussions de ce groupe de travail. Il demeure que nous avons mis le dispositif en place, que j'ai adressé au parquet général une circulaire le 31 mai de cette année, et que peu de temps après, le 2 ou le 3 juin, le dispositif est entré en action. Il est devenu opérationnel. Ce dispositif l'État reconnaissait qu'il avait la responsabilité de la prise en charge financière de ces mineurs pendant la période d'évaluation qui est effectuée par le département d'accueil, mais nous avons mis en place une cellule nationale d'orientation qui est placée sous l'autorité de la protection judiciaire de la jeunesse et qui, après évaluation, donc désigne le département d'accueil, de destination et l'en informe. Nous avons commencé à procéder efficacement au paiement, au règlement je cherche mon conseiller des yeux, des départements depuis octobre. Voilà, donc nous n'avons plus de sujet avec les départements. Le sujet, ce sont les effectifs, bien entendu, puisque le dispositif avait été calculé sur 1500. Mais en fait, vous avez dû fouiller tout ça ce matin. Ouais, et que nous en avons déjà placé 1800 et que le système risque l'embolie. Donc une fois qu'on a constaté ça, avec autant de matières grises rassemblées là, vous n'avez pas trouvé une solution. Bon, il vous reste l'après-midi. Donc il faut que nous en sortions. Nous avons décidé en tout cas d'évaluer le dispositif. Nous avions prévu d'attendre 1 an pour l'évaluer, donc nous allons l'évaluer très vite sur son fonctionnement et sur son coût. Donc continuez à réfléchir, s'il vous plaît. Sinon, je vous parle très vite du projet de loi de prévention de la récidive parce que vous avez noté sans doute que j'ai souhaité ne pas y inclure des dispositions concernant strictement les mineurs pour la simple raison que nous travaillons déjà sur un projet de loi qui rétablira de la cohérence, de la lisibilité et une simplification de l'ordonnance de 1945 sur la base de ces principes qui demeurent tout à fait pertinents. C'est un travail qui est commencé. J'ai déjà procédé à des arbitrages. Les consultations ont lieu ou vont commencer début décembre. Nous y sommes. Donc, vous aurez votre mot à dire. Il demeure que dans le projet de loi de prévention de la récidive et d'individualisation de la peine, la suppression des automatismes ainsi que le dispositif de libération sous contrainte sont de nature à avoir un effet sur ce public particulier, ce public de justiciables particuliers que constituent les mineurs. Il y a la question des CEF que vous avez traité ce matin, je crois. Hein, Alors, ou je me trompe complètement, ou on m'a inversé les choses, mais très probablement je me trompe. Donc cet après-midi aussi, vous allez traiter les CEF. Donc ce matin, les MIE et cet après-midi, les CEF. Voilà, je pense que vous avez connaissance des rapports. Donc des observations sur la gouvernance, sur l'évaluation, sur l'encadrement, sur les débats que nous avons entre le secteur public et le secteur associatif habilité, sur les besoins en médecins, en psychologues, sur la question du profil et de la proximité des réponses, des possibilités en matière de santé mentale, mais surtout sur l'inscription des CEF dans toute la gamme des réponses qui sont mises à la disposition des juges des enfants et des tribunaux pour enfants, de façon à ce que le jeune, le mineur, soit bien pris en compte dans son parcours
et que le CEF puisse faire partie d'un parcours et ne soit pas considéré comme une solution unique et isolée, mais son efficacité dépend justement de cette inscription dans la gamme des réponses qui sont mises à disposition des juridictions. En sachant que d'ailleurs, il arrive que vous preniez des décisions judiciaires dont la durée est plus longue que la durée prévue par la loi pour le CEF, donc raison de plus pour vraiment penser le parcours. Valoriser peut-être un peu d'autres structures, parce qu'on voit bien que les résultats sont importants, mais vous êtes les mieux placés, vous êtes les meilleurs juges en l'occurrence, pour savoir ce qu'il convient de faire. Nous avons des questions évidemment sur la prise en charge de cette jeunesse délinquante d'une façon plus générale, et puis son suivi après aussi. Ça n'est pas une question mineure, nous ne pouvons pas nous désintéresser de la prise en charge après le passage de ce jeune entre les mains de l'institution judiciaire. Donc c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons aussi. Ça n'est pas une population dérisoire, puisque pour cette année, nous étions à un peu plus de 100 000 jeunes auteurs d'actes qui ont été pris en charge par la justice. Il nous faut donc trouver des solutions à la fois efficaces et rapides. Sur les CEF, à ma demande, un sénateur a été chargé d'une mission sur... sur les CEF, on a eu 2 rapports de 3 inspections. Et puis, c'est sur la PJJ que j'ai demandé au Premier ministre de mettre en mission un sénateur, Jean-Pierre Michel, qui a été extraordinairement, me dit-on, assisté par Monsieur le Président Permenja, qui a dû vous en parler. Voilà. Bravo et merci, parce que depuis le début, il m'a été signalé la grande qualité du travail que vous effectuez aux côtés de Jean-Pierre Michel. Et m'a-t-on ajouté une espèce de complémentarité dans vos tempéraments et vos méthodes, de sorte que je gourmande sur ce rapport qui me sera remis dans les prochains jours, vers le 20 décembre, c'est ça? Voilà, donc merci d'avoir effectué ce travail, en sachant qu'évidemment, ce que vous avez laissé, vous êtes à Versailles, je crois. Voilà. Je me doute bien que ce que vous y avez laissé vous y attend. Donc merci d'avoir pris tout ce temps pour parcourir le territoire et faire en sorte que nous voyions plus clairement comment la protection judiciaire de la jeunesse a répondu à l'obligation qu'elle a eue ces dernières années de réduire ses antennes, ses directions, de réduire ses effectifs, probablement de repenser ses méthodes de travail, de se réorganiser et en même temps de continuer à répondre au quotidien à ses missions. Donc je pense que nous allons en tirer grand profit. En tout état de cause, je sais que les personnels sont très attentifs et attendent vraiment ce rapport parce qu'eux-mêmes étaient demandeurs. C'est une demande qui m'a été formulée par les personnels eux-mêmes. Donc merci de nous aider à voir clair, à stabiliser les choses, à montrer comment, même en répondant très vite, ils ont sans doute rationalisé toute une série de réponses par rapport à des questions qui leur parvenaient brutalement. Donc ça fera du bien aussi bien au personnel de se voir d'une certaine façon au miroir, mais à la direction et à moi-même au niveau de ma responsabilité de voir ce qu'il convient peut-être de reprendre, de réorganiser, d'intensifier. Merci à vous pour ce travail. Dernier point peut-être qui vous concerne très directement aussi, c'est le rapport Nadal, puisqu'on a commencé à l'appeler comme ça, le rapport de la commission chargée de la modernisation de l'action publique, commission à laquelle participait Monsieur le procureur Robert Gély, président de la conférence des procureurs, et peut-être quelques autres d'entre vous. Vous en avez repéré, Monsieur le procureur? Non? C'était une commission de très grande qualité avec une belle composition, puisque la composition était extrêmement diversifiée. Il s'y trouvait des parquetiers plus légitimes que personne, donc aussi bien des procureurs que des procureurs généraux. Il s'y trouvait des présidents et des premiers présidents, parce que nous sommes attachés à l'unité du corps et à la hiérarchie de nos juridictions, et nous savons à quel point le travail en bonne intelligence contribue fortement à l'efficacité de nos juridictions, et puis la responsabilité qui pèse sur eux, les chefs de juridiction et les chefs de cour, est une responsabilité lourde. Se trouvait
trouvait également dans cette commission des universitaires, des avocats, des préfets, commissaires, généraux. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, il manquait moi. C'était une commission, alors je dis il manquait moi parce que ça a été pour moi une frustration. J'ai eu connaissance des travaux par moment. Donc j'ai vu que c'était une commission qui fournissait un travail de très très grande qualité, qui s'était fixé une ambition, celle que j'avais demandée, et qui allait au-delà de ce que j'avais demandé, puisqu'elle s'est auto-saisie d'un autre sujet, celui du statut des magistrats du parquet. Elle a donc accompli sa mission, puisqu'elle a rempli le contrat avec la garde des Sceaux, mais elle m'a donné en prime une réflexion de qualité et surtout une impatience. Une réflexion de qualité, une impatience sur le statut des magistrats du parquet. J'ai donc reçu le rapport en séance plénière. C'est pour ça que je vous dis il manquait moi. C'est que pour moi, c'est une grande frustration de ne pas assister à ces travaux, puisque la commission s'est organisée en 4 groupes techniques et elle continue à fonctionner en plénière pour les sujets à caractère général ou transversal. Le rapport que j'ai commencé à travailler est de grande qualité. Il émerge déjà à peu près une dizaine de préconisations sur lesquelles nous allons très fortement travailler au rendez-vous que je vous donne le 10 et le 11 janvier 2014 à la Maison de l'UNESCO. Au cours de ces 2 journées, nous allons d'abord mutualiser le travail des 4 groupes, puisque j'avais chargé l'Institut des hautes études de la justice d'une étude sur l'office du juge qui m'a été remise en mai 2013. Ensuite, en février, j'ai lancé un groupe de travail sur le magistrat du XXIe siècle et un autre sur la juridiction du XXIe siècle, qui aborde aussi bien les questions relatives au tribunal de première instance que les questions relatives à l'organisation et la répartition des cours d'appel. Je vous dis tout de suite qu'il n'est pas prévu de fermer le moindre site judiciaire. Donc, ça n'est pas une réforme de carte judiciaire. On ne touchera à aucun site judiciaire, mais nous pouvons réfléchir ensemble comme les membres de ces 4 groupes l'ont fait. Et donc, nous allons, pendant 2 jours à la Maison de l'UNESCO, mettre tout cela en partage, échanger. Et à partir de ces échanges que nous aurons eus le 10 et le 11 janvier, je vais moi-même ouvrir un cycle de consultation. Donc, vous serez à nouveau associés pour que nous puissions écrire ensemble cette réforme judiciaire qui doit très clairement permettre que le citoyen soit l'élément central de l'organisation de nos juridictions. Ces dernières années, vous avez été surtout soumis à l'obligation de prendre en charge de nouvelles missions, de nouvelles fonctions, de nouvelles obligations, y compris hors juridiction. Tout cela a été accumulé sans forcément une cohérence d'ensemble, sans un effort particulier pour rationaliser l'organisation de vos missions et de vos métiers. Il faut qu'on en sorte. Donc, même s'il est important de répondre par les augmentations d'effectifs, il est essentiel de penser la justice du XXIe siècle, de penser les réponses et la forme des réponses que nous donnons aux justiciables, de penser aussi, bien entendu, le sens pour vous-même qui exercez quotidiennement, le sens même de chacune de vos missions. Je pense notamment aux jeunes générations, aux nouvelles promotions de magistrats qui jetaient souvent, la plupart du temps, comme premier poste dans les TTR, finissent au bout de quelques week-ends d'épuisement à se demander quel peut être le sens d'une mission qui se traduit par des réponses continues au téléphone. Après avoir passé un des concours les plus difficiles et les plus beaux de la République, après avoir suivi une formation pendant 31 mois, ils sont fondés effectivement à s'interroger. Donc voilà, nous mettons tout cela sur la table. Il y a à réfléchir sur les méthodes, sur le cadre de travail, sur les conditions de travail, sur l'équipe autour du magistrat, sur le rôle des greffiers, sur leurs évolutions de carrière, sur la façon dont ils peuvent être impliqués éventuellement de plus en plus
en matière juridictionnelle. Voilà, il y a tout ça sur la table. Nous allons le mettre ensemble à la mi-janvier et j'espère que vous serez nombreux à y participer. J'ai demandé au chef de cour de veiller à ce que chaque juridiction soit représentée au moins par 3 personnes, donc un représentant, les magistrats du parquet, les magistrats du siège et les greffiers et fonctionnaires. Mais bien entendu, ce sera un événement public, donc vous êtes invités à y participer parce que cette réforme judiciaire du XXIe siècle me paraît absolument indispensable, absolument indispensable. Seulement, je ne pense pas qu'elle puisse naître d'un cerveau ou d'une poignée de cerveaux, aussi brillants fussent-ils. Par contre, qu'on arrive à mobiliser vos intelligences, vos expériences et vos réflexions sur vos missions et sur vos fonctions, ça me paraît la grande garantie d'une réforme bien pensée, bien écrite et bien mise en œuvre. Et ce sera votre cadeau aux jeunes générations. Merci pour votre attention. Je vais pouvoir, je crois, rester quelques minutes. Voilà, une demi-heure, me dit-on. C'est une générosité inhabituelle. Et je propose que, je ne sais pas comment c'était organisé, la suite, mais je veux bien profiter, en tout cas, d'intervention ou de... Voilà, de communication et pas forcément de questions. Merci à tous.